Salam alaikum, salut à tous. Braquage à la française, l'électricité, la réforme des retraites et tout ça, je vais m'en expliquer. Quand il y a eu les accords, on va commencer par l'énergie et l'électricité, je crois que c'est le hold-up, le plus gros braquage que les Français ne se réveillent pas, ne comprennent pas. Quand De Gaulle lance sa politique d'indépendance énergétique, il lance les centrales nucléaires. C'est pour être indépendant sur le plan d'avoir une souveraineté énergétique et aussi diminuer le coût de l'électricité. Pendant toutes ces années, on a vécu grâce à ces centrales et donc on avait un coût moins cher d'électricité par rapport aux autres pays qui utilisaient le charbon ou autre. Pendant ce qu'il y a Jospin, donc la gauche, la super gauche, quand il était au gouvernement, signe ce qu'on appelle les accords de Barcelone. Alors, qu'est-ce que les accords de Barcelone? Ces accords européens, déjà sur la libération de l'énergie. Donc, très important de prendre acte de ça. Donc, en gros, on dit, et c'est la philosophie de Bruxelles, l'ennemi numéro 1 des Français et des peuples, et l'ami des oligarques, et je m'en explique. Le fait qu'un État tient à 100% le capital d'une entreprise ne respecte pas la libre concurrence et donc ça devient une concurrence déloyale par définition puisqu'un État ne peut pas tomber en faillite à la différence d'une entreprise. Et donc tout cela, ça a été fait de partout. Dans l'aérien, dans l'eau, dans les transports en commun. Et là, c'est pour ça qu'on est en train de subir, c'est encore un autre sujet, sur les RATP, de l'avoir désossé. Et j'en viens, j'y étais, moi, les RATP, une belle entreprise qui rayonnait, qui prenait des parts de partout en France, dans le monde. Et ils l'ont complètement désossé pour la rendre concurrentielle avec d'autres opérateurs, notamment étrangers. Quand on a eu les différents gouvernements, on a eu de l'idéologie, dont Macron a participé sous le gouvernement Hollande et quand il était président, où, rappelez-vous, il avait fait le référendum pour savoir là-bas si on garde, si cela, après, Fessenheim, pas Fessenheim, on répare. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que on a libéré certes l'énergie, mais tout l'argent qui suffisait pour pouvoir maintenir les centrales, au revoir, bye bye. Alors le consommateur était content, il dit ouais, j'ai trouvé moins cher que EDF, mais eux, ils n'ont rien investi. Ils ont pas tiré des lignes, d'accord? Ils n'ont pas tiré de câble, que dalle. C'est de l'air, c'est des, ils ont des call centers souvent à l'étranger. Et puis, tout se passe par téléphone. C'est pas comme nous, il y avait les agences EDF, tout ça, etc. Et donc, ces opérateurs, on les a obligés, on a obligé EDF de vendre à un coût, à un prix, donc pas cher, pour vous le revendre encore moins cher. Sauf que quand EDF, lui, vendait son énergie, il tenait compte de sa maintenance et du développement de la partie opérative des choses. Et puis, ils ont signé en traître, sans demander au peuple, la mutualisation de l'énergie, donc d'électricité. Donc, en gros, ça veut dire qu'avant, au lieu de fournir les centrales pour le besoin français, et quand on avait sur des périodes l'excédent, on pouvait le vendre à des pays frontaliers, européens, etc. Là, ils ont dit non, on va faire un marché. Et puis là, notre ami la finance qui débarque. Donc aujourd'hui, vous payez pas le coût. Il y a eu l'ancien patron, le Floc Prigent, qui a été très clair. En gros, vous achetez pour 1, le coût de production, c'est-à-dire bénéfice, coût, etc., ça coûte 1. Et puis le marché fixe le prix, avec ses critères calqués sur le gaz. Non mais c'est comme si je calculais moi le cours de la baguette sur le prix du steak. Non, mais ça n'a strictement rien à voir. N'empêche qu'ils ont fait tout ce truc, le marché a fixé, et donc on paye 4 fois plus cher. Et alors là, le gros braquage. Alors, certes, il y a le braquage parce que ce même marché qui est en train de se gaver, parce que c'est toujours pareil. Le coût de production est à 1, on nous le revend à 4. Mais qui mange les 3? C'est-à-dire plus que EDF, Qui mange les 3? La finance. Et ça, personne n'en dit. Et qui doit payer l'ardoise aujourd'hui? L'impôt des Français pour payer les boulangers, les entreprises de moins de, je crois, de 150 salariés, etc., qui vont être subventionnés. Alors, pas la totalité, etc. Mais c'est encore l'argent public. Alors, en gros, votre argent a servi
à payer les centrales nucléaires. Votre argent, comment vous dire, aujourd'hui, vous payez plus cher votre électricité, mais en plus, vous allez payer pour les autres. Et ceux qui ont gagné 3, ils payent que dalle. Mais alors, on se fait un boucané pas possible. Merci l'Europe qui protège, parce qu'ils me disent toujours l'Europe qui protège. Maintenant, on va passer au cas de la retraite. Encore une fois, c'est l'Europe qui oblige les États, qui a obligé la France à faire ce qu'ils appellent la réforme. Derrière le mot réforme, il faut pas l'appeler mot réforme, il faut l'appeler sacrifice. Quelle arnaque! Depuis longtemps, depuis 93, où Balladur était Premier ministre, on disait il faut sauver le régime des retraites. Ok, très bien. Après ça, vous serez tranquille. Au lieu de calculer la retraite sur les 10 meilleures années, ils ont élargi aux 25 meilleures années. Et donc, du coup, ça a baissé baissé les pensions. Parce que ça, ils vous le disent pas. Ils vous disent chaque fois, il faut préserver. Non, ils vous disent de préserver le système de répartition, mais ils vous ont jamais dit qu'ils préserveraient le montant des pensions. Et elle est là, l'arnaque. Vous voyez, la sémantique est très claire. Préserver un système, donc on fait ce chantage-là, mais en fait, ils vous disent pas que en fait, vos pensions vont baisser. Donc, premier truc. Après, vous vous rappelez l'histoire de Juppé, il y a eu Fillon, etc. Je vous rappelle qu'on était sur 37 ans et demi de cotisation. On est monté à 39, on est monté à 40, maintenant à plus de 41. Donc, et chaque fois, ils vous disent, j'ai sauvé le système des retraites par répartition. Ils n'ont rien sauvé du tout, bien au contraire. Et entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la CSG, donc ça veut dire qu'ils prennent sur le coup de plus sur les pensions. Donc les pensions, elles diminuent. En plus, pour ceux qui étaient déjà à la retraite, on leur a gelé l'indice. Donc leur pouvoir d'achat diminue d'autant. Vous comprenez bien. Donc on est... voilà un peu ce schmilblick. Et là, Macron, il vient nous dire, bon, ben, il faudra travailler encore plus longtemps. Voilà. Mais qui le demande encore? C'est l'Europe. C'est l'Europe qui l'exige. Mais notre système de répartition, c'est quoi? C'est un choix collectif, à la différence d'un système individualiste où chacun cotise pour sa poire. On cotise pour les plus anciens, et les anciens avaient cotisé pour leurs plus anciens. C'est un système mutualiste où il faut des cotisants. Et comme la France, elle avait... Alors certes, elle avait une meilleure démographie que les autres pays européens, c'est-à-dire qu'il y avait un peu plus d'enfants, mais ça reste inférieur par rapport à un renouvellement de société. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les 2,2 enfants par personne, par couple, pour pouvoir renouveler. Et donc on dit on va avoir beaucoup d'actifs, et de passifs, de gens qui sont à la retraite, et pas assez d'actifs. Mais le levier tout court, c'est quoi? Ben, c'est rembourser la pompe à démographie. Rembourser la pompe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut revenir sur toutes les positions qu'il y a eu depuis ces années, parce que, alors, d'un côté, ils vous disent, ouais, les caisses vont être vides, il faut les remplir, mais ils ont tué la natalité. Comment ils l'ont tué? Ça a commencé avec Juppé, de baisser ce qu'on appelle la part fiscale. Elle était de plus de 3 000 €. Et chacun a tapé dans la part fiscale. C'est quoi cette part fiscale? C'est quand vous avez un enfant, vous avez droit à une demi-part. Quand vous avez 2 enfants, ça fait une part. Et quand à partir du 3e, c'est pour justement inciter à la démographie, vous avez une part entière. Donc quand vous avez 3 enfants, vous avez déjà 2 parts fiscales. Et qu'est-ce que c'est? Quand c'est 3 000 € par part, c'est une réduction d'impôt. Et c'était beaucoup plus juste, parce que ça permettait de récompenser ceux qui jouaient le jeu. Mais dans ce système, on aurait pu faire aussi de regarder ce qu'on appelle bonus-malus. C'est-à-dire que celui qui fait des enfants, donc il participe justement pour payer par ce schéma de répartition les retraites, et celui qui n'a pas fait d'enfants par choix ou ce que vous voulez, il faut lui mettre un malus. Parce que ça veut dire qu'il a pas participé au jeu de faire des enfants pour être des futurs cotisants pour payer les retraites des anciens. Et donc moi, cette grille de lecture, c'est marrant, il la voit pas du tout. Mais pourtant, c'est comme ça que ce mécanisme fonctionne. C'est un système mutualiste qui fait que c'est les jeunes qui payent pour les anciens. Mais si tu fais pas de jeunes, qui va payer pour toi? Donc en fait, ils s'affranchissent de la règle. Par conséquent, donc je vous ai expliqué ce mécanisme.
là, ils veulent vous dire l'âge de départ. Mais ce qui est encore une supercherie, parce que s'il fait un départ à 64 ou à 65 ans, c'est à partir du moment où, en fait, c'est la double sanction. C'est les annuités qui ont été cotisées, plus l'âge de départ. Mais c'est débile de focaliser sur ça. Pourquoi c'est une enculerie? Parce que, logiquement, on doit faire que sur la cotisation. On te dit, il faut cotiser 41 ans ou 42 ans. Ok, dans tact. Non. Mais en plus, on dit, mais avec un âge minimum pilier de 64 ans. Mais ça sanctionne qui? Pas les mecs qui sont en train de pantoufler dans des bureaux. C'est ceux qui ont commencé l'apprentissage. Et en plus, ce même gouvernement qui dit, il faut aller encore plus sur l'apprentissage. Donc le gamin qui commence à 16 ans, il fait 41 ans, ah ben il faut qu'il attende encore 7 ans. Donc lui, il va cotiser plus longtemps. Voilà. Donc, cet âge pivot, c'est une arnaque. C'est une arnaque totale. Et ensuite, on aurait pu faire de se dire, créer à côté ce qu'on appelle des fonds de pension, et on aurait pu s'ouvrir. Parce que faut savoir comment ça se passe. Les Américains, ils n'ont pas de système comme ça, c'est chacun sa mère du pour tout. Donc il y a des gens qui cotisent dans des fonds de pension, vous avez des fonds de pension à 2000, 3000 milliards, et en plus ils vont se balader, et ils vont sur des marchés, et où ils prennent des entreprises qui sont payées pour ça, pour avoir du rendement. Ils veulent du rendement. Et en France, on a perdu tout notre tissu industriel, mais en plus, c'est passé dans les mains d'étrangers. On aurait pu faire une souveraineté, là aussi, pour nos entreprises, en permettant de créer à côté une capitalisation, c'est-à-dire permettre à des gens de donner en plus. Alors, ça existe déjà chez les fonctionnaires avec, je crois que c'est Ferrand, ou je sais pas comment il s'appelle, là. Donc, les gens, ils donnent à côté. Donc, permettre librement à des gens de venir faire ce complément, et ce qui permettait justement d'améliorer aussi les retraites et surtout de protéger nos entreprises et leur donner aussi une éthique et de dire que ces fonds, faut que ça soit un fonds de pension complémentaire éthique. C'est-à-dire que l'entreprise, de pas demander aux entreprises de presser comme un citron ses salariés et la masse salariale pour diriger un maximum de profit et en tirer des dividendes. Non, mais on aurait pu innover là-dessus. On l'a pas fait. Non, parce qu'en fait, Macron, il a aucune idée. Vous savez, il passe toujours par McKinsey. Donc, c'est l'Europe qui nous dicte les choses. En plus, là où je vous dis que c'est encore une supercherie dans ce truc-là, c'est que le corps, hein, c'est ceux qui sont là pour penser, réfléchir, mais n'a jamais dit qu'il fallait faire ça. C'est l'Europe qui le dit encore une fois. Donc, les leviers, ils sont là. Est-ce qu'ils auraient pas pu opter pour donner, au contraire, booster la natalité et de faire une politique nataliste? Qu'est-ce qu'a fait Poutine? Poutine, il a dit, voilà, si vous faites un enfant en plus, il leur a donné 10 000 $. Voilà, etc. Donc, il faut revenir sur le fait de récompenser ces Français qui préservent ça. Et d'ailleurs, les identitaires, je les entends pas là-dessus. Parce qu'à un moment donné, à force de ne plus faire des enfants, vous serez obligé de faire appel à l'immigration. Parce qu'à un moment donné, les emplois, il faudra les remplir. Donc, cette histoire des retraites, c'est une supercherie totale. Voilà. Et au pire, on dit oui, mais ça fait, pour l'instant, il gagne de l'argent, le système. Donc, vous voyez, hein, on est loin de se poser des questions. Mais pour se dire, philosophiquement, est-ce que on va pas peut-être faire un choix économique, même s'il faut mettre 5 milliards chaque année de notre poche, dans notre budget du gouvernement, de le faire. Attends, au nom de la solidarité avec les autres pays européens, je vous rappelle qu'on donne entre 25 et 27 milliards, et on en récupère à travers des aides directement aux salariés, là, je les appelle moi de Bruxelles, les agriculteurs, tout ça, à peu près entre 15 et 16. Donc il y a un delta entre 8 et 10 milliards pour être solidaire avec les autres pays européens qui, eux, baissent. Alors, ils vont vous dire, ils font farande, là. On a trouvé maintenant de créer un impôt minimum au sein de l'Europe. Ouais, mais il est de combien? Je crois qu'il est de 14 ou de 15%. En France, on est à 28%. Donc, le dumping fiscal continue à avoir. C'est-à-dire que les entreprises vont se domicilier fiscalement dans ces pays intra-européens, qui sont des pays de mesquines, des pays de pleureurs, de gitans, et qu'on dit qu'au nom de la solidarité, il faut leur donner. Mais alors pourquoi eux, au contraire, ne devraient pas augmenter les impôts pour pouvoir mieux redistribuer et pour mieux vivre dans leur pays? Non, on nous demande à nous de casquer le truc au nom de cette solidarité. Mais alors moi, je pose la question, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Donc c'est-à-dire solidarité avec des pays qui font du dumping fiscal, du dumping social, c'est-à-dire la presse des salaires, il n'y a pas de niveau, comment vous dire, sur les matières des droits sociaux, tout ça, etc.
Donc voilà, ils n'ont pas le même code du travail que le français, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail, etc. Et donc, on se retrouve avec des gens qui font ultra-libéralisme, ils pressent leur truc avec des creves la dalle qui crèvent chez eux, et puis, avec notre argent, et nous, on n'est pas généreux avec nos anciens. Voilà, vous voyez, à un moment donné, il faut choisir. Mais ça, ce choix, on ne le propose pas aux Français. On nous fait comme si c'était inéluctable de se dire, oui, alors on va me dire, mais pourquoi ils font ça? Mais toujours pour protéger les grands industriels. Parce que ces focus, c'est pour pouvoir permettre à ces grosses entreprises de pouvoir naviguer, de changer de boîte postale au gré du coût que ça des impôts et des charges et des cotisations sociales. Voilà. Donc, et ça, je peux continuer comme ça. Tout le cancer vient de cette Europe. Cette Europe qui impose des systèmes économiques et qui est parfois contraire même à nos propres valeurs, cultures et même, je veux vous dire, identité. Parce que si on veut parler d'identité, la France est de tradition collectiviste. Elle est de tradition, comment vous dire, traditionnellement, elle est, comment vous dire, mutualiste. Vous voyez, on n'est pas le système anglo-saxon, chacun sa mère et Dieu pour tous. Non, voilà. Après, et donc, la retraite par répartition, c'est quelque chose qui a été gagné. Je vous rappelle tout ça. Hein. Tout a été fait par des batailles sociales. Et là, on est en train de tout défaire. Et enfin, on arrive sur une société, pourquoi ça peut pas tenir? Avant, l'instituteur, c'était un notable. Parce qu'on dit toujours, il faut regarder ce que font nos voisins. Alors, pour les retraites, vous avez vu en Allemagne, 67 ans. Ouais, ok. Mais ils vous disent pas pourquoi on copie pas l'Espagne, pourquoi ils ont augmenté de 30% le SMIC. C'est marrant, ça. C'est-à-dire que quand il faut sortir le martinet, on va prendre un exemple des autres en disant qu'ils partent plus tard, mais quand les autres, des systèmes, ils sont plus généreux, alors dans ces cas, oh non, on tourne la tête. Donc, l'Espagne, ils ont eu ça. L'Espagne a enlevé la TVA sur les produits de première nécessité. Nous, on a conservé. Si, dans ces cas, le salaire, je parlais des anciens qui étaient notables, ils sont paupérisés, les enseignants. Mais pourquoi, alors qu'on est le pays qui paye le moins nos enseignants, on prend pas la moyenne européenne dans ces cas? Et donc, augmenter massivement les enseignants, on le fait pas. Quid pour les infirmières? Les médecins, moyenne européenne, 45 €. Nous, ils sont payés 25 € et on leur dit non, c'est déjà trop, etc. Et je peux multiplier comme ça. La société française aujourd'hui, regardez dans tous les corps de métier, avant le banquier, je vous dis, c'était le mec, c'était un notable, c'était un mec bien. Ben, le mec, aujourd'hui, qui rentre à la banque, ben, moi, je me rappelle, moi, les anciens, même notamment à la caisse et tout ça, les potes, ils me racontaient, ils étaient payés sur 16 années, 16 mois, ils étaient payés sur 16 mois. Les nouveaux qui rentrent, ils sont sur 13 mois, ils ont perdu 3 mois. Et donc, dans tous les corps de métier, même moi, quand j'étais à la RATP, les gens, ils venaient parce que c'était un package. Il y avait des inconvénients, mais il y avait des avantages sociaux qui permettaient que l'un dans l'autre, ça valait le coup d'y aller. Hein. C'est parce que j'ai une retraite où je pars plus tôt, qu'il y avait, etc., que je peux me permettre de travailler les week-ends, la nuit, tout ça, en système décalé, etc. Mais aujourd'hui, on leur dit, bon, ben, la retraite, tu vas travailler plein pot comme les autres. Les différents droits qu'on avait du régime spécial, ce qui s'appelait, c'était un régime spécial, tout ça, au revoir, dégage. Alors le mec te dit, mais quel intérêt je vais travailler moi à la RATP, travailler la nuit, ou les samedis, les dimanches, les jours de fête, comme les machinistes attendre peut-être 4 ans pour avoir 15 jours au mois de juillet pour les vacances, et on m'oblige de prendre les vacances au mois d'octobre, alors que moi j'ai des enfants, bref, que les contraintes, mais plus les avantages. Ils s'étonnent que les mecs, ils restent 1 mois, 2 mois, ils démissionnent. Ah ouais, t'as vu? Ah putain, il démissionne. Ben oui, qu'il démissionne. Mais moi j'ai encore mes collègues qui sont sur place, avant qu'ils prennent leur retraite, qui me racontent. Mais on n'a jamais vu ça. Moi, à l'époque, les mecs, ils s'accrochaient comme des mollusques pour rester à la RATP, parce que justement, il y avait ces avantages. Donc, on nous tenait avec cette carotte. Ça rentrait de père en fils. Hein, tout le monde faisait pas rentrer ses enfants. Mais aujourd'hui, les mecs qui sont salariés à la RATP, ils veulent pas que leurs enfants rentrent à la RATP. Pour eux, c'est un échec social. Vous comprenez? Mais ces acquis, ils ont pas été donnés pour les beaux yeux des gens. Ils sont allés l'arracher. Et aujourd'hui, ils profitent, Macron et leur système, que les gens sont devenus de plus en plus individualistes, etc. Il n'y a plus l'esprit collectif. Et donc, ils se disent, en plus, maintenant, les pauvres, et ben, dans les classes populaires, on sait bien qu'ils votent pas. Donc, il en a strictement rien à foutre. C'est les vieux et les cadres qui vont voter pour eux. Voilà.
hein, donc tranquille. Les classes populaires qui disent ouais, voter ça sert à rien, tout ça, etc. Ouais, ben ça sert déjà à leur donner la chiasse, parce que quand tu es allé voter, les mecs ils savent que tu pèses, mais s'ils savent que tu votes pas, ils vont mener une politique contre toi, parce qu'ils disent dans tous les cas ils votent pas pour moi, je n'ai strictement rien à péter. Donc tous les gens qui disent qu'il faut aller pas voter, c'est des ânes là-dessus. Il faut y aller, quitte à mettre blanc, tout ça, etc. C'est ce bulletin qui les fait peur, parce que c'est leur steak qui est en jeu, comprenez bien. Mais si vous ne participez pas, ils vont se dire, ben ceux-là, on n'en a rien à foutre. Pourquoi ils font souvent dire, oh, on fait pour les vieux, tout ça, etc., même dans les mairies et compagnie, parce qu'ils savent qu'à 8 h du matin, ils vont mettre sur la rue. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est un gros braquage qui est en train de se passer, parce que, regardez, les Français, ils produisent beaucoup, ça on ne le dit pas, à l'heure par rapport aux autres. On colle toujours les 35 heures. Bien sûr que les 35 heures, c'était pas le bienvenu. Mais aujourd'hui, il y a un taux de productivité assez important à l'heure, parce que ce qui est important à la base, c'est la productivité. C'est pas la présence, c'est pas le présentiel qui est important. C'est pas pendant ce laps de temps, c'est qu'est-ce que j'ai produit à la sortie, d'accord? Je donne n'importe quoi. Si toi tu dois, si en 35 heures les mecs ils te sortent 100 t-shirts et que le mec de l'autre côté ils font 50 heures et qu'ils t'en sortent 88, ben t'as compris que voilà, ce qui est important c'est la finalité. Voilà. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, il faut un réveil. Alors, il faut trouver... Alors, l'avantage du gilet jaune, c'est qu'il y en a un qui a eu l'idée, il dit, tiens, on jette ça, c'était simple, tout le monde pouvait prendre son gilet obligatoire dans la voiture et le mettre sur le truc. Il faut inventer, il faut trouver, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu cet éclairage, de lancer une initiative, quelque chose, et vous allez voir qu'aujourd'hui, en fait, les colères, elles sont individuelles. Et aujourd'hui, il faut rassembler les colères. Il faut rassembler les mécontentements. Mais il n'y a pas un dénominateur commun qui peut créer ça, parce que tout le monde a compris que la supercherie des syndicats qui se gavent, hein, les syndicats avec d'autres systèmes qui sont tenus par la carotte, on le voit, ils font un peu d'agitation, etc. Les Français n'y croient plus aux syndicats, ils croient plus aux politiques, ils croient aux syndicats, mais croyez au peuple, croyez à votre voisin, etc. Et je vous dis, il faut trouver ce petit dénominateur commun qui va... Vous voyez, aujourd'hui, c'est comme si vous ouvrez les vannes du gaz, il manque l'étincelle. Celui qui met l'étincelle, bam, ça va éclater. Il faut changer de tout en bloc. Voilà. Il faut tout changer de tout en bloc. Parce que ce que je vous dis là, j'ai fait tous les pays européens, cette colère-là et ce constat est partagé. Il est partagé. Ils se retrouvent avec une vie de plus en plus chère, avec des systèmes qui sont... Voilà. Et en fait de compte, j'ai pas vu, moi, un endroit où ils sont contents. Voilà. Hein, on vantait le modèle des pays nordiques, la Suède, évangélique, c'était génial, etc. Aujourd'hui, ça va pas bien. Il y a un gros problème. Alors, histoire de... Il y en a qui vont me dire que c'est l'histoire du magasin. Faux. Sur le plan économique. Sur le plan économique, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y a un problème économique. Et aujourd'hui, et c'est un système qui est moins généreux parce que la vie est très très chère. Et que, ce qui est important, c'est pas ce que vous gagnez, c'est avec ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous pouvez en faire. Et le problème, c'est qu'on demande toujours aux mêmes de payer avec leurs impôts ce qu'on n'a pas fait payer aux autres. Mais qui, aujourd'hui, nous empêche de se dire, oh, un truc tout con, vous voyez, moi, ça va, je ne suis pas devenu communiste non plus. Mais si vous prenez 0,1% sur les transactions financières, les 10 milliards, je les ai trouvés de suite. Si on dit, j'en prends un peu sur les dividendes, une petite taxe, un petit chouïa, un truc, ouais, c'est inodore. Mais sur le volume de tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Donc, et on dit, on peut continuer à partir à 60 piges. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que, on vous enferme dans le truc, on dit, ah ben c'est ça, et c'est inéluctable, on n'a pas le choix. Mais non, si t'as le choix. T'as le choix d'avoir une autre politique. C'est aller, par exemple, quand il disait Hollande, mon ennemi, c'est la finance, tout ça, etc., de se dire, ou sur les bénéfices, sur les dividendes, etc. Vous croyez que les mecs, si vous leur prenez 0,1%, ils vont arrêter de boursicoter? Mais vous avez craqué ou quoi? Même 1%, ils vont jamais arrêter de boursicoter parce qu'ils en gagnent tellement. Donc alors, c'est pas grave. On les laisse comme ça. Ils s'amusent tout le temps sur les marchés. Ils détruisent l'économie réelle. Pourquoi? Quand ces marchés-là envoient des signaux qui veulent plus de dividendes, qui veulent plus de résultats, ben, tous ces mercenaires qui viennent à la tête, parce que c'est pas leur oseille, hein, ils viennent, ils sont nommés dans leur conseil d'administration, etc., avec leur tableau PowerPoint, Excel, etc. Allez, blab, allez, je supprime tant d'emplois, pression sur les salaires, on partage que dalle. Et puis du coup, après, ils dégagent un maximum de marge. Voilà, investissement pour le futur, zéro à la tête à Toto.
Et puis après, ces mecs-là, notamment les fonds et compagnie, ils ont pris leur oseille dessus, il n'y a plus rien à prendre là-dessus. Hop, on va se mettre sur des positions, sur une autre entreprise, sur d'autres entreprises, etc. Ben, il est temps il faut les massacrer. Il faut leur prendre un peu d'argent. Et là, on trouve le pognon pour financer. Le problème, c'est que aujourd'hui, avec le tout informatisé, etc., les mecs, ils mettent des robots, ils disent, ouais, moi, j'ai plus besoin d'humains, j'ai plus besoin de salariés. Mais pourquoi pas créer une taxe sur ce qu'on appelle le travail virtuel? Mais vous produisez rien réellement. Ça, je le produis pas, je produis rien, c'est la mandarine, non, vous produisez rien, du vent. Donc, tous ces trucs virtuels, tous les mecs qui ont les machines, spécial taxe. Et ils vont payer leur cotisation retraite. Et bien sûr, on va l'appeler comme ça. La finance, quand ils jouent avec tes flux comme ça, je vais te faire payer des cotisations retraite. Il faut les faire payer. Vous voyez? Et puis après, on peut se dire que une partie de ce pognon va permettre de créer un fonds de développement pour des gens, pour créer des entreprises, tout ça, etc. Vous voyez, des idées, ça ne manque pas. Mais eux, ils sont là. Ah ouais, non, pas le choix. Il faut travailler plus longtemps, vivre plus longtemps. Toujours la même phrase. On vit plus longtemps, etc. Ouais, mais dans quel état tu vis? Ah ouais, on vit plus longtemps. On vit plus longtemps, donc il faut payer plus longtemps, etc. Non, voilà. Et alors que des solutions, il y en a plein. Mais et encore une fois, je suis pas un marxiste, je suis pas un rouge, je dis pas comme l'autre au-dessus de temps, je prends 60, je prends tout. Non, ouais, vous voyez, moi je parle de petits trucs de 0,1% ou 1% sur des choses où les mecs qui se gavent, quoi, hein, etc. Donc il y a matière, mais sauf qu'on les protège. C'est comme les GAFA. Alors là, on va dire qu'ils vont payer un petit impôt, mais ils se gavent, les mecs. On parle de centaines de milliers de millions. Et là, on leur prend 3 cacahuètes. On dit, ouais, vous avez vu, on leur a pris les 3 cacahuètes. Hein. Oh, ouais, génial. Mais ces gens-là, vous comprenez, qui payent moins d'impôts que l'impôt sur les sociétés, qui est peut-être de l'ordre de 28%, moins d'impôts que l'impôt sur les revenus du pauvre français, qui est au plus haut de la marge, il doit être à 40%, sur la marge marginale à 40%. Et c'est eux, là, et eux, ils vont donner 3% de ce qu'ils ont gagné. Une cacahuète, puis ouais, oh, bravo, ah, bravo, ah, bravo, ah, bravo. Voilà, je peux rester encore longtemps vous expliquer, mais je vous dis, il est temps que ce braquage à la française, et je peux décortiquer dans tous les secteurs, toutes les arnaques, tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années, et je ne mets pas tout sur le dos de Macron. Macron, il est en train de finir le travail. Et qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que, est-ce que ce monde, on le veut? Rien que cette année, j'ai fait plus de 40 pays. Hein, j'ai fait plus de la moitié des pays au monde depuis longtemps des années. J'accentue tous les mois, je me barre, tout ça, etc. Et je suis en train de regarder que le malaise, il est partout dans le monde. Parce que, en fait, on a uniformisé le monde. On a créé les mêmes outils. Ce qu'ils appellent, eux, la mondialisation, la globalisation. Mais les peuples, ils y gagnent que dalle dans cette histoire. Ça permet quoi? La libre circulation pour les pépettes, pour ceux qui peuvent aller se gaver, profiter. Bon, dans tel pays, t'as combien? 150, 200 balles par mois? Allez, très bien, je vais travailler un peu. Hop, pour augmenter le salaire à 300 balles, je change. Même les Chinois externalisent leur truc. C'est-à-dire qu'à force d'avoir été l'usine du monde, ils se disent, bon, les salaires, ils ont un peu augmenté les salaires. Maintenant, ils ont monté les usines au Vietnam. Et puis, ils vont en Afrique. Je ferai un spécial chinois parce que la Chine, c'est pire que les Américains. C'est le poison number one. Je vous expliquais. Alors, c'est très vicieux. Ça fait pas de bruit, mais alors ça fait des dégâts graves. Voilà, les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez. Et puis à la prochaine. Et j'ai tellement des choses à dire. J'ai tellement envie de vous dire des choses. À la prochaine. Salam.